On commence tout de suite ce Lex Inside. Licenciement massif, quelle solution? On en parle tout de suite avec mon invité, Alexandre Lamy, associé au sein du cabinet Arcis Avocat. Alexandre Lamy, bonjour. Bonjour Arnaud. La France fait face à la menace de 250 plans de licenciement. Ça représente environ 170 000 à 200 000 emplois qui pourraient être impactés. Comment expliquez-vous cette vague de licenciements? Écoutez, c'est d'abord la conjonction de plusieurs facteurs économiques qui expliquent le fait que plusieurs secteurs d'activité soient impactés. L'automobile, la construction, la distribution. Donc la conjonction de plusieurs facteurs et puis surtout une accélération de mutations économiques profondes liées à la réglementation européenne, liées aux enjeux environnementaux, les enjeux en matière d'intelligence artificielle, le contexte géopolitique aussi, mais également le contexte interne. C'est-à-dire qu'on le voit, au-delà des facteurs traditionnels économiques, la confiance est clé s'agissant de la croissance et du dynamisme économique d'un pays. Et la période Et d'instabilité la période politique d'instabilité fait que les entreprises sont moins enclins à investir, ce qui conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, face à cette situation, il y a un certain nombre de propositions. L'une d'entre elles, la CGT, propose un moratoire sur les licenciements économiques. Qu'en pensez-vous? Le moratoire sur le licenciement économique, c'est une vieille idée qui est brandie à chaque crise, pratiquement. Mais en réalité, cette idée ne résiste ni aux réalités économiques, ni aux réalités juridiques. Réalité économique parce qu'un moratoire, c'est censé être une mesure temporaire. Bien sûr. Or, on le voit, on l'évoquait tout à l'heure s'agissant des mutations économiques profondes, auxquelles répondent les plans de suppression d'emplois importants que nous avons à connaître. Les mutations, elles ont vocation à durer pendant un certain nombre d'années. Donc ça reviendrait à interdire le prononcé de licenciement jusqu'à l'abrogation des droits de douane par la Chine et les États-Unis, par exemple. Donc mesure temporaire, mesure exceptionnelle de surcroît. Et on l'évoquait encore tout à l'heure, l'intégralité, beaucoup de secteurs d'activité sont touchés par les difficultés économiques et la nécessité de procéder à des plans de suppression d'emplois. Donc réalité économique d'une part, réalité juridique d'autre part, parce que c'est se heurter à la liberté d'entreprendre qui est garantie constitutionnellement. La liberté de procéder à des licenciements relève de la liberté d'entreprendre. Donc, on le voit, cette idée qui est brandie à chaque crise ne résiste pas aux réalités économiques et juridiques. Alors, il y a une autre proposition qui vient cette fois de LFI, c'est d'interdire les licenciements boursiers. Qu'en pensez-vous? Là encore, vieille idée qui est brandie à chaque crise ou presque. C'est une vieille marotte politique et médiatique, si je puis dire, l'interdiction des licenciements boursiers depuis l'affaire Michelin de 99. Là encore, alors, le fait que le licenciement boursier ne soit pas défini ou l'imprécision de sa définition facilite le fait qu'on puisse s'en servir et le ressortir dans n'importe quelle situation. Si on tente un semblant de définition, on pourrait dire que le licenciement boursier, c'est une réduction d'effectifs qui est subordonnée à une logique purement financière et sans nécessité économique, si on tente une définition. Et on voit que sur la base de cette définition-là, la portée polémique et la portée politique de ce concept est facile parce qu'on vient opposer travail et capital, on vient opposer intérêt des actionnaires et intérêt des salariés. Et là encore, ça ne supporte pas la réalité économique. Parce qu'il ressort d'un nombre incalculable d'études économiques empiriques que les plans de licenciement ou l'annonce de plans de licenciement se traduisent négativement sur la capitalisation et la valorisation de marché des entreprises. Donc la réalité économique nous rappelle que le licenciement boursier ou l'interdiction de licenciement boursier n'a pas de sens. Et réalité juridique d'autre part parce que la jurisprudence, les juges sanctionnent de toute façon par l'absence de cause réelle et sérieuse, un licenciement économique qui ne serait motivé que par la nécessité d'augmenter son niveau de profit ou de supprimer des emplois non rentables. Ce faisant, le Conseil constitutionnel rappelant en 2002 que
on ne saurait en tout état de cause pas interdire à une entreprise d'anticiper ses difficultés économiques pour éviter le prononcé de licenciements économiques futurs. Donc on a exploré deux solutions qui ne résistent pas, selon vous, à la réalité économique. Quelles solutions peut-on proposer pour faire face à ces licenciements massifs? Écoutez, moi je suis intimement persuadé que plutôt que de s'attacher aux causes, il est urgent d'accompagner et de s'interroger sur les effets de ces plans de licenciement et notamment sur l'impérative nécessité aujourd'hui de définir des parcours de formation et des parcours de reconversion vers l'emploi. Des initiatives ponctuelles ont déjà été prises en la matière. Je pense notamment au contrat stratégique de la filière agroalimentaire en 2018, si je ne me trompe pas, qui a mis en place un dispositif d'expérimentation territoriale, intersectorielle pour l'emploi avec la métallurgie. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple est à chercher s'agissant de l'affaire Bridgestone en 2021, où avait été créée une plateforme territoriale d'action pour l'emploi. L'idée étant de généraliser, à mon sens, il est urgent de généraliser ce type d'initiative ponctuelle sur le fondement d'une réflexion reposant sur l'économie de proximité pour créer des plateformes, des plateformes de mobilité professionnelle au soutien des salariés qui seraient concernés par des plans de licenciement. Comment on pourrait financer ces plateformes? Le financement, en fait, les plateformes, elles existent déjà si on regarde bien. Vous avez le dispositif Transco, Transition collective, qui a été créé en 2021, qui s'appuie sur ce type de plateforme. Vous avez notamment les plateformes territoriales de transition professionnelle qui existent, qui font appel aux conseils en évolution professionnelle. L'idée étant de créer des instances, créer des lieux pour faciliter la synergie entre les acteurs au soutien de l'emploi. Donc acteurs privés, acteurs publics, qui définiront ensemble des parcours de formation ciblés vers l'emploi et pour faciliter la mobilité professionnelle. Ça, c'est une première source possible. Il y a une deuxième source qui est tout à fait envisageable et que nous avons fait, nous, au cabinet, auprès d'entreprises qui mettaient en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi, qui est de mettre en place ce type de plateforme financée par l'entreprise elle-même dans le cadre de son plan de sauvegarde. Ça fonctionne très bien. Alors, ça suppose un véritable travail en amont d'analyse d'employabilité des salariés, des parcours de formation cibles qui peuvent être définis et mis en œuvre, et puis la constitution, encore une fois, d'une plateforme de mobilité en allant, avec l'aide des acteurs publics, cibler certaines entreprises qui sont en phase de recrutement sur des métiers porteurs. Donc l'idée, c'est de se servir déjà des initiatives qui sont déjà créées dans les bassins d'emploi, mais de les redynamiser. Absolument, de les redynamiser. Et alors, parce que le dispositif Transco est un dispositif qui est assez complexe et qui ne fonctionne pas. L'idée est de s'appuyer sur l'existant, de ne pas réinventer quelque chose, mais de les généraliser pour soutenir les plans de suppression d'emplois que nous avons à subir aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre Lamy d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Arcis Avocats. Merci à vous. Tout de suite, on continue. On va parler du Legal Data Space.